Bonjour tout le monde, merci d'être là. Comme c'est de coutume, je suis là pour vous faire le bilan de la session parlementaire de Québec solidaire. La session a commencé avec de terribles annonces de perte d'emploi un peu partout au Québec ou de lock-out. On se rappellera à quel point ça a marqué le début de cette année, notamment la situation des travailleurs de White Birch, mais on a aussi connu des situations similaires pour ce qui est des travailleurs de Silicium Silicium Bécancour à Trois-Rivières, que j'ai d'ailleurs rencontré. Il y a aussi les lockoutés de Rio Tinto au Saguenay. Toujours le même pattern, c'est-à-dire des travailleurs qui perdent leurs conditions, qui subissent les contre-coups d'une offensive du milieu patronal pour essayer d'utiliser la situation de crise pour forcer le milieu syndical, forcer les travailleurs à faire des concessions importantes sur leur retraite, sur leur salaire, sur leurs conditions d'emploi. Donc, Québec solidaire a pris résolument la défense de ces travailleurs. Moi, je me suis déplacé. Je suis allé les voir à la fois à Trois-Rivières, ici à Québec, bien sûr, les travailleurs de White Birch, mais aussi les travailleurs de Saguenay. Nous avons insisté sur la nécessité d'améliorer la situation des retraites en appuyant sur un régime universel public, une espèce de RRQ plus amélioré, dans le but aussi, en fait, de donner un peu de souplesse et surtout d'oxygène, de marge de manœuvre au régime privé. Ensuite, l'autre travail important que Québec solidaire a fait au cours de cette session, c'est d'aboutir avec le travail de recherche que nous avions entamé déjà depuis l'automne dernier sur le financement des partis politiques. Nous avons produit un rapport assez complet au cours des 10 dernières années pour montrer les grandes tendances qui ont marqué le financement des partis au pouvoir. On sait que parallèlement à la commission Charbonneau et surtout en vertu de sa mission et surtout de son mandat qui est plus large que uniquement le gouvernement libéral, tout le monde se pose la question, est-ce que le financement sectoriel, c'est un phénomène récent avec le Parti libéral ou, comme on le soupçonne, c'est un phénomène qui date de plus longtemps. Alors, nous avons voulu étayer ces hypothèses et effectivement, on se rend compte que c'est un système bien implanté dans certains milieux d'affaires, les cabinets d'avocats, pas uniquement les firmes de construction, mais également les firmes de génie conseil, les cabinets d'avocats. On a même démontré que ça existe dans le domaine pharmaceutique. Il y a un exemple assez patent au début des années 90 qui est contenu dans le rapport. Donc, nous voulions simplement faire notre contribution à élucider les mécanismes qui sont en cause dans l'importante érosion de la qualité démocratique de nos institutions, qui passe par le contrôle des caisses électorales des partis, qui font en sorte aujourd'hui, on voit que le fil conducteur d'un certain nombre d'orientations politiques, que ce soit les gaz de schiste, que ce soit la situation dans le milieu de la construction, que ce soit l'octroi des places en garderie, que ce soit les permis de décontamination et en fait l'ensemble de l'activité économique dans lequel est impliqué le gouvernement. Et le fil conducteur, c'est quoi? C'est le financement illicite, illégitime, qu'on appelle sectoriel, c'est-à-dire différents secteurs de l'industrie qui financent les partis politiques pour obtenir des avantages. Ensuite, nous avons aussi, ça fait 3 ans que nous travaillons sur les aspects légaux, administratifs, les impacts sur les brevets, les impacts sur la politique industrielle du Québec, d'une idée que Pharma-Québec a mise en jeu en 2006 à la commission qu'avait instituée M. Philippe Fouillard pour le financement du système de santé. C'était le premier mémoire que présentait Québec solidaire. On l'a présenté en mars 2006 pour montrer au gouvernement qu'il y a d'importantes réductions que nous pourrions obtenir, à l'exemple de la Nouvelle-Zélande, de l'Ontario qui avait déjà commencé en 2006, et maintenant une approche qui est répandue un peu partout dans les pays occidentaux. Tout récemment, la France et l'Angleterre aussi ont emboîté le pas, c'est-à-dire utiliser le pouvoir d'achat, le volume d'achat
en médicaments des gouvernements en vertu de leur régime d'assurance publique pour obtenir d'importantes réductions. Alors, nous avons déposé le document de Pharma-Québec avec un projet de loi et un livre vert ou blanc, je ne sais plus comment il faut, un livre vert, pour expliquer comment est-ce que le gouvernement du Québec pourrait épargner 2 milliards de dollars aux contribuables et même investir en recherche et innovation. Nous avons consulté pour ça des spécialistes dans différents domaines. Il y a une équipe de l'Université de Sherbrooke, de la faculté de droit, qui a examiné, une équipe de 4 finissants en droit sous la direction de maître Mélanie Forcier-Bourassa, qui ont étudié donc les aspects légaux en ce qui a trait aux réglementations sur le brevet, mais aussi à la politique industrielle du Québec. Et vraiment, ce qu'on vous présente est un projet abouti qui pourrait être immédiatement mis en branle dès la venue au pouvoir d'un gouvernement Québec solidaire. Puis ensuite, et je termine avec ça, notre implication évidemment dans le dossier de la lutte étudiante, de la grève que les étudiants ont entrepris pour assurer un meilleur accès à l'éducation. Vous savez très bien que depuis notre fondation, nous sommes favorables, comme le Parti libéral d'ailleurs, dans les années 60, nous sommes favorables à la gratuité de l'université. Bien sûr, les élites politiques et économiques du Québec depuis une vingtaine d'années ont gobé le discours des marchands et petit à petit travaillé au retrait de l'État dans différents domaines, y inclus dans le domaine de l'éducation, ce qui fait que même le Parti québécois aujourd'hui a abandonné cette idée généreuse, cette idée fondamentale, cette idée essentielle pour toute société qui veut avancer, d'assurer l'accès à l'éducation gratuit à tous les échelons. Une promesse qu'on s'était faite et qu'on n'a pas tenue vis-à-vis de nous-mêmes et que d'autres peuples, d'autres nations, démocratiquement et institutionnellement plus avancés, ont réalisé, c'est-à-dire la gratuité de l'accès à l'éducation. Et on a montré que c'est très faisable. On a même montré que pour dénouer la crise actuelle, le gouvernement pouvait simplement, en rétablissant une taxe sur le capital des entreprises financières, bancaires uniquement, pas toutes les entreprises, juste sur les entreprises financières, aller chercher tout ce qu'il faut pour graduellement, sur 5 ans, arriver à financer adéquatement les universités et assurer la gratuité de l'accès à l'université. Évidemment, malheureusement, notre contribution ne pouvait pas se limiter à ça. Il y a eu les tragiques événements de Victoriaville qui ont suivi d'autres exactions policières. Nous avons donc aidé à colliger de l'information et à soutenir une initiative pour demander une enquête publique sur les agissements de la police depuis le début de la lutte et du mouvement étudiant. Mais aujourd'hui, de toute façon, avec la loi 78, on n'en est plus là. On en est surtout dans l'urgence de devoir régler cette crise qui est devenue une crise sociale qui dépasse largement les demandes des étudiants. Mais c'est sûr que pour dénouer la crise, le gouvernement doit agir et le gouvernement peut agir. D'abord en indiquant clairement son intention de ne pas appliquer la loi 78, ce qui serait le premier geste de bonne volonté pour ouvrir plus adéquatement les canaux de communication, puis ensuite de considérer que le gouvernement ne peut pas gagner par l'intransigeance dans ce dossier, que toute l'histoire des 4 derniers mois a démontré que l'intransigeance du gouvernement ne paye pas, ne fait qu'alimenter la détermination non seulement des étudiants, mais d'une bonne partie de la population à les appuyer. Alors, si le gouvernement veut obtenir une solution qui soit honorable et respectable et qui soit un gain, parce que toute solution à cette étape-ci pour le gouvernement, toute solution est un gain, même si le gouvernement pense, ou certains milieux patronaux irresponsables poussent le gouvernement à penser que c'est un recul. C'est un gain. En arrivant à une solution avec la jeunesse du Québec, ce n'est pas une perte pour le Québec. Ce n'est pas un recul pour le Québec. C'est un avancement. C'est un gain. C'est comme ça qu'il faut que le gouvernement le perçoive, de manière généreuse, de manière positive, de manière ouverte sur l'avenir. Et l'avenir du Québec, c'est les jeunes. Ce n'est pas moi, ce n'est pas M. Charest. Ce n'est pas Mme Marois. L'avenir du Québec s'appelle les centaines de milliers de gens qui sont dans la rue, les jeunes. L'avenir du Québec s'appelle
la nouvelle, comment s'appelle-t-elle, de la FEC? J'oublie son nom. Je voudrais pas le... Éliane Laberge. L'avenir du Québec s'appelle Éliane Laberge. Ben oui, c'est parce que je suis rendu vieux. Hein, la preuve de ce que je disais tout à l'heure. L'avenir du Québec, c'est Éliane Laberge. L'avenir du Québec, c'est Léo Blouin. L'avenir du Québec, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. L'avenir du Québec, c'est Martine Desjardins. C'est pas M. Charest. C'est pas M. Desmarais. C'est même pas M. Pierre-Carl Pelado ou Amir Kadir. Donc, on doit réfléchir à la solution à cette crise en pensant que le meilleur service qu'on peut rendre au Québec, c'est d'avancer. Et avancer, ça veut dire accepter de négocier dans la dignité et dans l'enthousiasme. Merci beaucoup. Kadir, deux questions, si vous le permettez. M. Kadir, dans votre appui aux étudiants et dans votre lutte contre le système capitaliste des corrompus patronaux, vous avez réussi à vous faire arrêter et votre fille a réussi à se faire arrêter. Quel est votre objectif pour la prochaine session, M. Kadir? Nous avons réussi. Vous cherchiez pas ça? Vous cherchiez pas ça, M. Kadir? Pas du tout. Pas du tout. Je peux le répéter, si vous voulez, 100 fois. Pas du tout. Nous sommes en politique, Québec solidaire. Je ne sais pas pour ma fille, mais connaissant ma fille, je ne pense pas que c'était son intention non plus. Ma fille, ce qu'elle cherche, c'est la justice. Ma fille, ce qu'elle cherche, c'est un moyen pour faire comprendre au gouvernement que le gouvernement ne peut pas rester fermé à la demande de sa jeunesse. C'est tout. Le reste, vous lui demanderez les questions. Québec solidaire, ce que Québec solidaire cherche, c'est un combat politique que nous menons ici, que nous menons dans des manifestations pacifiques. Donc, pour qu'on puisse être libre de faire ça, notre place n'est pas en prison, mais au Parlement ou dans la rue. D'accord? Ceci étant dit, le gouvernement cherchait à intimider la population ou peut-être briser notre volonté, ou nous emmener à commettre des erreurs en faisant ça. J'imagine, s'il y avait une volonté politique derrière. Sinon, c'est le pur hasard. C'est, je m'excuse, un manque de jugement de la police ce soir-là. Mais je crois ne pas trop me tromper que ce n'était pas à l'avantage de la police, en tout cas, de m'arrêter. Deuxième question, si vous me permettez. En retour d'ascenseur, est-ce que la classe va vous aider dans la prochaine campagne électorale? Je ne sais pas moi, à mobiliser les gens, voter pour vous, etc. Allez-vous les recruter? Je ne tablerai pas trop là-dessus. Allez-vous les recruter, non? Je ne tablerai pas trop là-dessus, parce que la classe a des principes de travail qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas s'impliquer auprès des partis politiques. Dans les associations étudiantes, il y a des centaines, sinon des milliers de jeunes qui sont sympathisants de Québec solidaire. Eux autres, quand il y aura les élections, bien, ils s'impliqueront s'ils en ont le loisir, parce qu'il y a quand même le mouvement étudiant, la lutte qu'ils doivent mener, qui est très, très importante. Mais la classe, je pense, c'est même, ça causerait des urticaires à toute leur direction si jamais vous leur faites une genre de proposition comme ça. Vous êtes un des députés, sinon le député dont on a le plus parlé durant cette session. Est-ce que, quand les projecteurs sont attirés sur vous comme ça attire aussi les projecteurs sur votre parti pour les bonnes raisons? C'est le genre de question qu'on se pose souvent, surtout dans les partis politiques traditionnels, ou ceux qui sont appelés à réfléchir à la politique de manière traditionnelle. Et nous sommes nombreux, n'est-ce pas? Nous sommes encore nombreux à réfléchir à la politique de manière traditionnelle. Si on n'était pas nombreux, on serait plus nombreux à comprendre comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ces 4 derniers mois? Vous admettrez avec moi que ni les politiciens, ni M. Charest, ni Mme Marois, ni la plupart des commentateurs et observateurs qui écrivent et opinent n'ont pu prédire ni l'ampleur, ni les dimensions, ni la profondeur de ce mouvement. Donc, ça témoigne du fait qu'on est très nombreux à réfléchir très, très traditionnellement. Et cette question se pose pour nous qui réfléchissons de manière traditionnelle. Ceci étant dit, moi, j'essaye d'échapper à ça. J'essaye d'échapper à ces cadres, à cette manière de calculer tout, qui fait en sorte que pendant 3 mois, Mme Marois a eu de la difficulté à se positionner. Est-ce que je porte le rouge ou pas? Est-ce que je gèle ou je dégèle? Et comment je me positionne? Nous disons que Québec solidaire, d'ailleurs, c'est le mantra de l'UFP aussi. Nous sommes un parti des urnes et de la rue. Donc, comment voulez-vous que si je veux être fidèle à cette idée qu'on a eue de fonder un parti politique qui sorte de la moule, que j'agisse autrement? Et ce faisant, des fois, ben, ça suscite des questions. Vous me posez des questions. Mais qu'est-ce que vous faites, M. Kadir? Vous contestez la loi élue par le Parlement. Je comprends. Ça dérange. Ça me dérange aussi, parce qu'on se pose ces questions-là. Mais nous sommes là, en politique, et je vous le répète, et ce ne sera pas la dernière fois,
Nous sommes là pour briser les moules. Nous sommes là pour changer fondamentalement la politique. Le Québec a soif de ça. Le monde a soif de ça. Je voyais hier des images de Chicago, de Mexico, de Barcelone. J'en oublie. Ah oui, ben oui, les pays d'Afrique du Nord. Les mêmes images qu'on voit à Montréal. Des centaines de milliers de gens dans la rue qui disent « ça suffit ». Nous, les 99%, là, on en a assez de ces cadres traditionnels, de cette manière traditionnelle qui nous est imposée par le 1% et malheureusement dans lequel on est tous tombés. Voilà. Monsieur Cazille, il y avait un groupe de personnalités progressistes qui, à leur manière, veulent briser le moule et qui faisaient un appel à l'unité des partis progressistes et souverainistes. Une idée qui vous plaisait il n'y a pas si longtemps. Toujours. J'ai lu votre texte que vous avez publié cette semaine avec Mme David. Au-delà des chicanes qu'il peut y avoir entre Mme David, M. Girard, partage des comtés, qu'est-ce qui fait que le Parti québécois, qui avait l'air fréquentable il n'y a pas très longtemps, est devenu un représentant du 1% soudainement? Pour les gens qui font cet appel, ben non, j'ai pas dit ça, moi. Le texte non, que vous avez le texte publié... dit le contraire, justement. Ben, vous avez l'air de dire que finalement, le PQ et le PLQ, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. OK, représentant du 1%, d'accord, je m'excuse. Mais c'est parce que ces deux choses-là ne sont pas irréconciliables. C'est sûr qu'il y a des urgences politiques qui font que des gens qui disent, ben, avant de régler tous les problèmes, commençons par en régler un qui s'appelle un gouvernement corrompu, celui de M. Charest, tout à fait inféodé aux grands patronats, aux grands argentiers, aux grands financiers, au Québec Inc. qui domine le Québec et qui, en plus, dont la caisse est sous contrôle, en partie ou du moins, de la mafia montréalaise. D'accord? Donc, il y a une urgence, puis pour ça, on peut peut-être penser qu'il faille passer par le PQ. Mais l'existence même de Québec solidaire tient au fait qu'on pense que le Parti québécois, sa direction en tout cas, moi je connais beaucoup de députés qui sont progressistes, mais la direction, les orientations fondamentales de ce parti-là, depuis ses décisions au milieu, quand M. Parizeau est parti, avec M. Bouchard surtout, c'est substantiellement la même chose que le Parti libéral. C'est un désengagement de l'État. Et bon, ceci étant dit... C'était vrai il y a 6 mois. Il y a 6 mois, ça n'avait pas l'air de vous déranger autant qu'aujourd'hui. Ça me dérange de la même manière, mais ça n'empêche pas qu'il y a des choses qu'on doit faire. Je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Alors je m'en excuse si je me suis mal exprimé il y a 6 mois. Ce parti-là est un parti qui est un problème comme le Parti libéral. C'est ce parti-là qui a... En fait, regardez tout ce que nous n'aimons pas dans le Parti libéral aujourd'hui. On l'a eu à des degrés divers avec le Parti québécois. Loi spéciale, coupure massive dans les services et dans les dépenses sociales, financement sectoriel. Nommez-les, là, on les a... La loi des mines, ça n'a pas commencé. La loi des mines, ça fait 150 ans que c'est là. Si c'est si mauvais aujourd'hui pour les critiques de la loi des mines dans le PQ, comment ça se fait que pendant les 19 ans que le PQ est au pouvoir, ils n'ont pas pensé changer cette loi coloniale? Donc, tout ce que nous n'aimons pas dans le Parti libéral est déjà là dans le Parti québécois, mais à des degrés divers, à des degrés moindres. Cependant, là, devant le mouvement populaire, devant l'émergence d'un fort mécontentement, le PQ peut être un instrument pour se débarrasser d'un problème plus fondamental, plus important, je dirais plus grave, parce que plus, je dirais, corrompu, surtout, plus au service du grand patronat. Puis petit à petit, ça débouchera autre chose. Le Québec a besoin d'un changement, puis ce changement a besoin de différentes stratégies, de différentes tactiques. Puis moi, j'ai toujours été favorable à ce qu'on puisse sortir du cadre. Et vous savez que faire ce genre de choses que proposent nos amis, à ceux qui se sont prononcés hier, je pense à François Parenteau, à Dominique Champagne, c'est à ceux-là que vous faites référence, est certainement une idée généreuse qu'on doit examiner. Vous allez participer à l'exercice de médiation de M. Régent Parent, c'est ce que je l'ai déjà rencontré. On va regarder la proposition qui sera faite. Cette fin de semaine même, notre direction va discuter longuement de cet enjeu, puis on prendra les décisions qu'il faut. M. Cazille, on vous a vu énormément pendant la dernière session. Hein. Vous étiez quand même assez présent dans les médias. Je pense que votre message a été aussi répercuté là, de façon importante. Maintenant, dans Argenteuil, vous avez fait moins que les Verts. Puis, je ne connais pas le chef des Verts, je ne sais même pas c'est qui, mais
Comment vous allez faire pour que Québec solidaire soit autre chose qu'une curiosité du plateau? Quand je réussirai à vous inviter au plateau, d'abord pour voir qu'il n'y a pas une clique. D'abord, la clique que je connais est au Parti libéral. Ils financent sa caisse. Puis ils ont des méthodes plus ou moins, disons, recommandables. Ensuite, quand je réussirai à trouver le moyen d'attirer votre attention sur Pharma Québec, sur les propositions qu'on a pour enlever un peu des avantages extravagants du 1%, quand je réussirai à vous convaincre que c'est important qu'on fouille qu'est-ce que ça représente le 0,8% de taxes sur le capital des banques et des entreprises financières. Et comment ça peut être une solution pour financer l'éducation? Quand on réussira à faire ça, oui, mais c'est parce que là, je ne sais pas, dites-le moi. Je ne sais pas, moi. Nous, on fait ce qu'on doit. Et ce qu'on fait, je ne sais pas pour Argenteuil, mais notre parti, aujourd'hui, est fort de 10 000 membres. Demandez aux autres partis combien ils ont de membres. D'accord? Notre parti est fort de 10 000 membres. Notre objectif pour le printemps 2012, quand on s'est réunis à la fin de l'été 2010, était de 6 500 membres. Bien, on l'a dépassé, on peut dire. Ensuite, Argenteuil, c'est un bastion fédéraliste. C'est une bastion fédéraliste. C'est sûr que le vote de contestation de ceux qui sont sortis, et il y en a beaucoup qui ne sont pas sortis, ne va pas à un parti qui est indépendantiste. Nous sommes pour l'indépendance du Québec. Nous sommes à leurs yeux, aux yeux des fédéralistes qui ne peuvent pas blairer les indépendantistes, pire que le PQ, parce que nous, on a dit, dès qu'on arrive au pouvoir, 6 mois plus tard, Assemblée constituante, au bout de 12 à 18 mois plus tard, référendum. Il n'y a pas de tatouinage, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas d'attente illusoire des conditions gagnantes. On se met en marche, puis on compte sur notre peuple. Donc, c'est sûr que pour les fédéralistes, ce n'est pas une grosse attraction. Je vous rappelle cependant que dans La Fontaine, on a triplé nos voix. Combien de gens peuvent en prétendre autant? Juste une petite dernière question. Là. Il reste que vous constatez qu'il y a un climat politique très particulier au Québec, une espèce d'ébullition, mais aussi une polarisation. Est-ce que vous pensez que Québec solidaire va tirer parti de cette polarisation, de ce climat et finalement de la crise étudiante? Je pense que Québec solidaire, dans nos rêves les plus extravagants, on n'aurait pas pu imaginer que 300 000 personnes, un jour, se ramasseraient sur le Mont-Royal alentour d'une notion aussi abstraite que le bien commun, la protection du bien commun. C'est sûr, donc, que quand des centaines de milliers de gens prennent des casseroles ou vont sur le Mont-Royal dans des manifestations pacifiques pour demander au pouvoir de l'argent et de la finance de cesser d'abuser de notre société et d'insister pour que les politiciens et les politiciennes protègent le bien commun, c'est merveilleux pour nous. Oui, c'est parfait. Et d'ailleurs, on le voit, par exemple, on nous dit, moi je n'ai pas de moyen de vérifier ça, mais Too Close to Call, qui fait une synthèse des différents sondages qu'il y a, que ça va assez bien pour nous, par exemple, dans l'île de Montréal. Pourquoi? Parce qu'on est fortement présent, on a des associations très présentes, et les gens nous connaissent. Se méfient moins, il n'y a pas cette espèce de, je dirais, ces préjugés qui sont colportés sur la clique du plateau. Les gens savent qui nous sommes, et on dit qu'à Montréal, on est dans les 15 à 20 %. Bon. Donc, il y a une évolution, mais notre évolution correspond à l'évolution de la société. Ce n'est pas parce qu'on veut tirer profit de ceci ou cela. Naturellement, quand des gens se mettent debout, en marche, quand une jeunesse s'est éveillée, quand un peuple s'est éveillé, mais des courants plus progressistes, des courants qui veulent que notre société avance, puis cesse d'être pris dans ce magma du haut statu quo qui profite à ces élites, ben, notre parti progresse. We have seen a great mobilization this spring, and your party's politics most closely resembles their politics. How do you think that's going to translate for you in the next election? Do you think you'll see more M&As as a result? We hope. Of course, we're working very hard in that direction. I think when a young generation is standing for their rights, that people are in the streets to reclaim more protection of environment, more fiscal justice, less corruption, it's all good for Québec solidaire because it's exactly what we want, as you said. Now it takes time because to translate that in electoral support, it's a bit hard in Quebec because of the mode of election, you know.
people sometimes vote not because of their desire and their ideas. They just vote against somebody to take somebody out. Okay? And actually there is a strong tendency to vote against the Shari government. So in that sense, we have a bit of difficulty because in this mode of election, it's only the party who is able to get the other one ousted who profits from the dissatisfaction. So it will take time, but we will be there. So you're now at 15-20% in Montreal. You say, how many ridings do you think would be realistic for you to get on the I island? would say between 5 and 10. Do you see it as positive that we talked so much about you this session in the media? Do you see that as positive? Do you see that as positive that we talked so much about you this session? Well, I would hope that we talk more about, the important things, like Pharma Québec. We have a solution for... You don't want me to answer that? Tell me what you want me to answer. No, but it's just that I've heard it in French, so I know, but you are asking me a question, and it's exactly the heart of the question. Because you're asking me if it's good for our party that you show me often, or you talk about me often. That depends on you. If you always talk about controversies of me being arrested, of course it's not good. But is that the only thing I do? You're witnessing that we are probably the most serious party in terms of producing knowledge and information. Our party is the only one that I've seen in the last session to produce 2 research documents which represents in one case 1 year of work and in another case 2.5 years of work. How much coverage did we get for that? How many people talked? How many information did you relate to Anglophones or listening to your channel about the important economies we can make and the research and the development and the wealth that we can create with Pharma Québec, just to reduce our cost of medication and to invest it in our health system? Of course, it depends on all that things. But I know there are some problems with our political life and the way we cover it, and there's no time for reflection, there is no time for substance, there's only time for sensation and rush. What can I say? 5 à 10 députés, c'est une prédiction ou c'est dans vos rêves les plus fous? C'est dans les rêves les plus raisonnables. On travaille fort pour ça. C'est un rêve. Sur l'île, c'est ça? Moi, j'ai des rêves, en tout cas, tous les jours, contrairement à M. Charest, qui a juste des ambitions du Grand Nord. Et dans mes rêves, c'est qu'on est capable, parce qu'on est des équipes. On sait comment gagner les élections. On en a gagné quelques-unes quand même. Non, mais merci, oui, mais on était impliqués dans différentes campagnes. Là. On a déjà travaillé pour le Bloc, d'autres, le NPD, donc on sait comment ça se gagne. Can I just get in English why you think 5 to 10 ridings might be a realistic dream? Well, because we have strongholds also. Ridings where we are in very good position. Hochelaga-Maisonneuve, Sainte-Marie-Saint-Jacques, Rosemont, Gouin, of course, with Madame David, Laurier-Dorion. So just name a few. We have good organizations, a lot of people, and a lot of young people that I meet every day that say next election we're going to come and work for you. And merging with other sovereignists, can you elaborate on that? Is that still on the merging, there is no way of merging. Just forget about things like merging, union, fusion, these words. There might be some collaboration, but we are still waiting to see what is possible. Because in my party, our Congress, a year or so ago, decided not to take the initiative. At that time, remember, it was March 2011. The PQ was at 40%, 80 seats. And so people said there was no way they're going to accept to be a bit more humble and decide that for the future of Quebec something can be done. But today it has changed. There is Option Nationale, there is us, there is Parti Vert, maybe they would want to do something with us. Not only sovereignists, but all those who want to get rid of a corrupt government. I don't know if it will go to the air, this last sentence. Okay, perhaps. Sometimes I'm wondering, some things go in the air, but some other things never.